Bienvenue encore dans cette édition de surprise. Malgré les grands bouleversements mondiaux qui auront caractérisé l'année 2020, cette année fatidique est aussi une cause de célébration. En effet, en 2020, le monde et les mélomanes à travers le globe célèbrent les 250 ans de la naissance d'un grand compositeur, comprenez génie, de l'histoire de la musique. Figure de proue de la musique classique européenne, Beethoven aura marqué son siècle, mais aussi la musique classique jusqu'aujourd'hui. Ses mélodies résonnent toujours dans le prestigieux comme dans le populaire, dans les grandes salles de concert certes, mais aussi dans les choses les plus anodines, dans l'ascenseur, les sonneries de portable, au cinéma ou encore comme sample d'un DJ dans une boîte de nuit. Nombreux sont ceux qui fredonnent ou sifflotent la lettre à Élise en ce moment même, en ignorant le nom de son compositeur. C'est dire que l'impact de la musique de Beethoven transcende le temps, les frontières géographiques et culturelles et parle à tout un chacun. Kenneth Babaji, pianiste, a voulu marquer cet anniversaire et rendre un vibrant hommage à cette légende qui, malgré sa surdité, aura légué un héritage musical immense. Kenneth, pour sa part, compte accorder une place de choix à Beethoven dans ses futurs récitals tout au long de l'année. Beethoven est un compositeur de musique classique qui compte énormément pour les pianistes. Il est présent de toute façon à chaque étape de notre apprentissage et de notre carrière. Car c'est un grand musicien qui a également écrit des œuvres pour les enfants. Donc moi je me souviens de sonatines, de bagatelles, de petits morceaux que j'ai travaillé lorsque j'étais jeune ado. Et puis au fil des années, des concerts, j'ai eu l'occasion de jouer sa musique. Et sa musique, on l'entend, elle est omniprésente, sauf qu'elle est dans la culture populaire d'ailleurs. Sauf que les gens écoutent parfois du Beethoven sans savoir que justement cette musique-là est de lui. On entend cette musique dans les supermarchés, sur les téléphones. Donc il a écrit parce que, outre ses grandes symphonies, ses grands concertos, son grand opéra Fidelio qui dure presque 4 heures, il a écrit de très très belles mélodies. Je pense que la plus connue de toutes les mélodies de Beethoven, c'est la lettre à Élise. Et dont beaucoup de personnes attribuent la composition de cette très très belle pièce à Richard Clayderman. Parce que c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Il s'agit bien sûr de ça. C'est quand même exceptionnel, quand on pense que cette œuvre-là a été composée il y a plus de 200 ans. Il y a le thème très très connu, l'Ode à la joie, bien sûr. Que de nombreux enfants ont joué à la flûte à bec à l'école et qui est devenu l'hymne européen. Donc cette mélodie, on l'entend très très souvent et elle fait partie de la titanesque 9e symphonie qui dure carrément 90 minutes, qui est en 4 parties. Et cette Ode à la joie termine justement de fort belle manière cette 9e symphonie. Derrière cette musique glorieuse toutefois, se trouve une trame bien plus sombre, celle d'un musicien qui toute sa vie aura dû surmonter le malheur, jusqu'au coup de grâce du destin. En filigrane, c'est aussi l'histoire d'un combat désespéré de l'artiste qui lutte contre la fatalité et atteint ainsi l'immortalité. Beethoven est incontestablement l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Mais sa vie a été quand même très très difficile. Et d'ailleurs, il a fait l'objet de beaucoup de biographies, de pièces de théâtre, de romans et même de films. Le plus connu étant L'Immortel Bien-Aimé avec Gary Oldman. Il a vécu une succession de tragédies dans sa vie. Il a perdu sa mère lorsqu'il était très jeune. Son père était alcoolique. Et puis, il a connu, à partir de l'âge de 30 ans, un terrible coup du sort. C'est un début de surdité, malheureusement. Et à l'âge de 40 ans, il était complètement sourd. Et je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un musicien, et surtout à un musicien de cet acabit.
il a réussi quand même à se battre et à continuer à composer de la musique, malgré à un moment donné une complète surdité. Il avait les notes en tête, et c'est ça qui est quand même incroyable. C'est l'homme face à ce destin épouvantable qui se bat jusqu'au bout. Beaucoup de musicologues affirment que les plus belles de ses plus belles œuvres, il les a composées en étant complètement sourd. Beaucoup font l'amalgame de Beethoven et cet autre quasi-contemporain, Mozart. À bien des égards, ils partagent beaucoup de similitudes, des vies tumultueuses et remplies de tourments. Mozart, souvent considéré comme épicurien, connaîtra lui aussi une fin de vie des plus précaires. Pourtant, la musique de ces deux géants marque deux périodes très distinctes. Certains pourraient voir en ces deux légendes de la scène viennoise deux porte-flambeaux qui se passent un relais et incarnent l'évolution du classique vers le romantique. Beethoven était un immense pianiste. Il a rénové le style du piano. Il est arrivé juste après Mozart, en fait. Et il est quelque part, sa musique, c'est carrément la transition entre deux époques, entre le classicisme et la période romantique. Vu qu'il était un très très grand pianiste, il a apporté de nouvelles techniques à l'instrument. Quelques décennies auparavant, la musique ressemblait plutôt à ça. Ça, c'est Mozart. Et pour qu'on arrive à ce genre de choses, donc il y a une évolution, évidemment. On est parti dans quelque chose de beaucoup plus lyrique et de beaucoup plus expressif. Beethoven était un grand virtuose. Techniquement, c'était un musicien extrêmement solide. Il avait une technique de composition. Il a rénové le style du piano. Il a ajouté énormément de choses à l'orchestre. C'était un musicien qui avait un bagage technique exceptionnel. Mais je pense que ce qui fait la différence entre lui et la plupart des autres grands musiciens, c'est peut-être sa sensibilité et les tragédies épouvantables qu'il a vécues. Il a perdu sa mère lorsqu'il était très très jeune. Il avait un père alcoolique et sa vie n'a pas été simple. Et il a vécu à partir de l'âge de 30 ans la pire des choses que peut vivre un musicien. C'est carrément la surdité. Donc il a commencé à devenir sourd à l'âge de 30 ans pour être complètement sourd à l'âge de 40 ans. Ça a été évidemment quelque chose de terrible à gérer parce qu'il était considéré à l'époque comme le plus grand musicien de Vienne, qui était la capitale culturelle de l'Europe. Et vivre une chose pareille à cet âge-là, vous imaginez ce qu'il a dû ressentir. Et à un moment donné, il s'est isolé dans une petite ville qui s'appelle Heiligenstadt. Et il a pensé au pire, il a carrément pensé à en finir. Il a envoyé une lettre à son frère, une lettre qui a été retrouvée quelques années après sa mort. Et une lettre terriblement triste, poignante, dans laquelle il raconte, il parle de ses états d'âme et de cette tragédie. Et ce qui est exceptionnel avec ce compositeur, et c'est pour ça je pense qu'il est admiré par de très très nombreuses personnes, c'est la façon dont il a réussi à surmonter cette épreuve. C'est-à-dire en continuant, en ne renonçant pas à sa carrière de musicien et en composant quelques-unes des œuvres les plus belles de l'histoire carrément de la musique de l'humanité, quoi.
Certains pourraient se poser la question, comment composer quand on est devenu sourd? Est-ce que la révolte et la rage se traduisent dans les écrits? Est-ce que l'impossibilité de percevoir les sons aura généré une écriture radicalement divergente de la norme? Chacun a son avis sur la question. Sa surdité a clairement eu une incidence sur son style, sur sa façon de composer. Et par exemple, si on prend la très célèbre sonate au clair de lune, si on prend la sonata appassionata, on sent vraiment la personne qui est frappée par des épreuves épouvantables. On sent vraiment le pathos aussi, on sent voilà, cette intensité et même ce désespoir, hein, dans ses œuvres. Mais en plus, Beethoven utilise aussi des contrastes très marqués dans ses œuvres. Et parfois, les morceaux doivent être joués très doux. Et puis subitement, il y a une espèce de déchaînement comme ça, carrément de violence à certains moments. Et autre chose, il se sert beaucoup dans ses œuvres de ses œuvres de maturité, il se sert beaucoup du registre aigu et du registre grave. Il y a des contrastes très marqués. Il utilise parfois, bien sûr, le médium, mais il va souvent dans l'extrême aigu et l'extrême grave. Parce que justement, c'était des fréquences qu'il pouvait probablement entendre, même s'il pouvait les entendre, à peine les percevoir, mais au moins sentir peut-être la vibration de l'instrument. Et donc, oui, sa surdité a clairement influencé sa façon d'écrire, pour le piano en tout cas. Et puis l'orchestre aussi. Évidemment, des orchestres avec un effectif beaucoup plus grand, avec plus d'instruments, une cinquantaine d'instruments. Vous savez, parce que l'orchestre à l'époque de Mozart était beaucoup plus réduit, hein, l'effectif était plus réduit, et donc Beethoven a ajouté des instruments. Et dans la 5e symphonie, qui est très connue, là, justement, il y a ces contrastes très marqués avec des interventions de l'orchestre qui sont vraiment très intenses, très forts. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sensible, donc ceux qui, en général, arrivent à émouvoir, par exemple, la sonate au clair de lune, ou des choses très lyriques, très tendres, etc., qu'il a composées, ce ne sont pas les pièces que je préfère. Moi, je préfère le Beethoven fougueux, et puis, voilà, virtuose. Et l'œuvre de Beethoven que je préfère de loin, c'est la sonate Waldstein, qu'il a composé lorsqu'il avait à peu près 35 ans, qui est une pièce de bravoure qui m'a accompagné pendant de très nombreuses années, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai joué pour un examen d'ailleurs, et que je compte jouer cette année. Dans un premier temps, j'avais envisagé de faire un récital avec exclusivement des œuvres de Beethoven. J'avais prévu de jouer 3 sonates entières. Et puis, quelques-uns de mes amis et mes élèves aussi m'ont dissuadé de faire ça, m'ont suggéré de proposer un programme plus varié. Donc, il n'y aura qu'une sonate de Beethoven, l'une de ses sonates de jeunesse, en do mineur, opus 10, numéro 1. Et puis, il y aura des œuvres de Mendelssohn, et puis quelques morceaux aussi de Granados, Manuel de Falla, etc. Donc, un programme très varié, même du Gershwin. Donc, je pense que la musique classique, il ne faut pas, évidemment, quand on donne ce genre de récital, rebuter le public et proposer des choses trop austères. Donc, j'ai opté pour l'éclectisme. 250 ans après sa naissance, Beethoven reste d'actualité. Son héritage est encore vivant pour les musiciens, les mélomanes et l'individu lambda. Ses œuvres auront imprégné la vie culturelle à tous les niveaux, même les plus imperceptibles, et il semble bien que l'empreinte de Beethoven sur le monde n'est pas encore prête de s'effacer.